Le 21 juillet 1969, je m'en souviens parfaitement. C'était les vacances, il faisait beau. J'avais 11 ans. Mes parents avaient acheté la télévision pour regarder l'homme marcher sur la Lune. Mon souvenir, c'est qu'on n'y comprenait rien. Il y avait à la fois ces voix américaines qui venaient du cosmos, et il y avait cette tension. Et je me souviens très très bien de la première tension qui était « est-ce qu'ils vont réussir à se poser ?» CBS Television presents a special report on Sputnik 1, the Soviet space satellite. Douglas Edwards reporting. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this Earth. Suddenly, it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner. It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik, the first man-made satellite as it passed over New York earlier today. Il ne faut pas oublier que l'espace est la fille de la guerre. Et en particulier la fusée est la fille de la guerre. Posséder une fusée, c'est un enjeu stratégique. Et l'association fusée-armes nucléaires permet de considérer en Union soviétique comme aux États-Unis qu'envoyer une arme nucléaire à des milliers de kilomètres assure la capacité à un grand pays de pouvoir dominer l'autre. Lorsque les Soviétiques envoient pour la première fois Sputnik, le monde entier entend le bip-bip du Sputnik, et là c'est quelque chose qui est extraordinaire. Khrouchtchev, qui était au pouvoir, découvre à ce moment-là que l'espace est une arme de propagande extraordinaire. Et prend son téléphone, appelle Korolev et lui dit « Je veux quelque chose de plus !» Et un mois après le lancement de Sputnik, on lance Laika. Les Soviétiques sont les premiers. Ils sont technologiquement devant les Américains. Premier satellite. Premier aide dans l'espace, Laika. Premier homme dans l'espace. Première femme dans l'espace. Premier tour de la Lune avec un engin automatique. Tout va très vite. Et c'est d'autant plus important que les Américains qui veulent réagir très rapidement en lançant eux aussi une fusée, aux yeux de tout le monde, puisque le programme est télévisé, voient cette fusée exploser. Et on parle de Flopnik, on parle de Kaputnik. Et donc c'est une violente claque que prennent les Américains en pensant, dans le reste du monde, que les Soviétiques ont cette avance.
The dramatic achievements in space which occurred in recent weeks should have made clear to us all the impact of this adventure on the minds of men everywhere who are attempting to make a determination of which road they should take. Now it is time to take longer strides. Time for a great new American enterprise. Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. I ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goal. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. And none will be so difficult or expensive to accomplish. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. To be sure, we are behind, and will be behind for some time in manned flight. But we do not intend to stay behind, and in this decade, we shall make up and move ahead. The race to put the first men on the moon is a race between the United States and Russia. Certain stages have to be accomplished before a moonshot, of course, and a Russian had already orbited the Earth when American astronaut Lieutenant Colonel John Glenn prepared for his attempt. A 40-year-old Marine officer, Colonel Glenn fought in World War II and in Korea. His mission now was to orbit the Earth 3 times in about 5 hours. Training involved going through the motions time after time. The risk is calculated. The possibility of disaster vies with the hope of triumph as the countdown goes on. Gagarine, il reste très peu de temps dans l'espace. Le premier objectif des vols Mercury, c'est vraiment d'être capable de montrer qu'on peut tourner autour de la Terre, on peut vivre autour de la Terre quelques heures, quelques jours, voir comment se comportent physiologiquement des hommes. Pour la NASA, les astronautes sont des pilotes d'essai. C'est clairement la destination naturelle de la recherche des pilotes, c'est-à-dire un pilote d'essai, finalement, c'est quelqu'un qui teste un engin en sachant qu'il a un risque non nul de mourir.
Les pilotes d'essai, ceux qui sont familiers avec l'air, ceux qui sont familiers avec les technologies, sont naturellement les premières personnes qui sont destinées à être astronautes. Et le recrutement va se faire comme ça, par petites annonces. On va publier à la NASA des informations, une annonce vers l'US Air Force, vers les Marines, vers tous les corps d'armée, en disant « nous recherchons des pilotes », sans dire exactement pourquoi, sans spécifier quelle est la destination ultime. Mais bon, tout le monde a un peu compris au sens de la description du poste, en quelque sorte, qu'on cherchait de futurs astronautes. Ça veut dire que aussi, ce sont des gens qui bravent leur destin et quelque part qui peuvent être aussi extrêmement fanfarons. Et c'est logique parce qu'on ne défie pas la mort impunément. Ces astronautes sont une famille. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Famille de techniciens, famille d'ingénieurs, famille de cosmonautes. Les familles vivent ensemble, dans les mêmes quartiers. Les femmes se connaissent, les enfants vont à l'école ensemble, donc ça devient quelque chose qui est une entreprise collective. Et on ne peut pas le voir autrement que comme cela. Ça devient un corps qui a une solidarité, qui vit des moments à la fois fascinants mais aussi très délicats, qui connaît pour la première fois à la fois la notoriété publique et en même temps la proximité avec le politique. Chaque astronaute des missions Mercury qui revient sur Terre est reçu par le président des États-Unis avec sa femme, sa famille. Des contrats sont passés avec les médias, c'est avec Time Life en particulier, qui paye au corps des astronautes des droits d'auteur en quelque sorte, qui leur assurent un niveau de vie qu'ils n'avaient jamais connu. Donc leur univers, leur monde change et c'est dans ce monde très privilégié, très préservé, très fermé des pilotes d'essai devenus astronautes que va se développer le programme Apollo. Here at Cape Canaveral, the astronauts are all ready. They will pave the way into space for the USA. They are guys with wives whose lives aren't just ordinary, but will pave the way, as we say, with JFK. There's John Glenn, Grissom, and Shepard, too, astronauts who really have come through. Clayton, Farrar, and Cooper passed. Carpenter's bongos are a blast. Oh, let's all sing a toast to the men, the most invincible. À l'époque du programme Gemini, il n'est pas encore très clair qu'on ira sur la Lune et par quels moyens. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a au moins 3 hypothèses qui sont développées, dont une hypothèse qui consiste à fabriquer un train en orbite terrestre et ensuite à l'envoyer vers la Lune. Un autre qui consiste à faire une mission directe, un peu à la Tintin en quelque sorte, Hergé. Et puis, il y a un ingénieur de la NASA qui, lui, milite pour l'idée qu'on parte avec tous les éléments assemblés, et puis ensuite que ça s'installe autour de la Lune et qu'un engin descende. Donc il fallait maîtriser tous les éléments techniques de rendez-vous, d'appontage, d'amarrage, de passer d'un vaisseau à un autre, d'être capable de faire des manœuvres dans l'espace, de maîtriser la technique des rendez-vous, de la navigation spatiale, et puis aussi développer tous les instruments qui permettent d'être en lien avec le sol.
Donc le programme Gemini, ce qu'on a appris de lui, c'est que on pouvait assembler des vaisseaux dans l'espace. On apprend les manœuvres, on apprend à accéder à l'orbite, on apprend à fabriquer les instruments qui vont permettre d'assembler les éléments pour aller sur la Lune. Et on voit que c'est pas simple. Et puis, on a repéré des hommes. On a vu des hommes dans des situations qui étaient des situations extrêmement compliquées. Et on peut penser effectivement à Neil Armstrong, qui, lors de son vol, finalement aura la présence d'esprit, alors que son vaisseau s'est mis à tourner de plus en plus vite en raison d'une petite fusée qui s'est allumée et qui met son vaisseau en rotation, à la présence d'esprit d'avoir une action qui stoppe ce qui pouvait être mortifère. Donc on sélectionne et on voit bien à ce moment-là, chez les astronautes, qui est capable d'aller encore plus loin dans le programme. Ça sert évidemment à repérer des personnes, mais ça sert surtout à qualifier des matériels et à engager la suite. Encore une fois, avec Apollo, on change de dimension. Donc c'est un moment indispensable de préparation des hommes, de préparation des machines pour permettre de faire le grand saut. Le projet Apollo coûte à l'Amérique la bagatelle de 1500 milliards de francs anciens par an. Un homme a sur ses épaules la responsabilité du succès ou de l'échec, Wernher von Braun. On ne présente pas Wernher von Braun. Aucun spécialiste des fusées au monde n'a sa réputation. Il a accepté d'accorder à Visa pour l'avenir une interview en français. Nous n'avons jamais entrepris quelque chose d'aussi gigantesque et que je sache, personne ne l'a fait. Notre Saturne V aura plus de 105 mètres de hauteur quand elle s'élèvera sur la plateforme de lancement pour le voyage lunaire. Son poids sera de plus de 3 millions de kilogrammes, plus qu'un croiseur de bataille. Quand prévoyez-vous d'envoyer des hommes sur la Lune? Et quelles sont les étapes à franchir? Beaucoup de tests doivent être effectués avec succès avant que nous puissions commencer l'alunissage. Mais en tout cas, avant la fin de cette décade, nous enverrons des hommes sur la Lune et les ramènerons sur la Terre sains et saufs. Mais nous le ferons qu'après avoir rigoureusement testé les fusées et la capsule et après avoir obtenu la certitude que les astronautes auraient le maximum de chances d'accomplir leur mission et de revenir sur la Terre. Avec Apollo, on change de dimension. Il y a une précipitation. Il y a une certaine volonté d'un certain nombre de techniciens de pousser les choses, et les astronautes ne sont que du matériel humain. Les astronautes sont quantité négligeable, et ce qui se passe, c'est que la techno n'est pas au point, les astronautes ont beau râler, on voit bien qu'il y a de l'exaspération, qu'il y a de la tension, que le vaisseau n'est pas prêt.
On fait les premiers tests au sol. Et alors que ces trois hommes, White, Chaffee et Grissom, sont à l'entraînement dans la capsule au sol, alors il y a un incendie. This is a CBS News special report. This is Mike Wallace at the CBS Newsroom in New York. America's first 3 Apollo astronauts were trapped and killed by a flash fire that swept their moonship early tonight during a launch pad test at Cape Kennedy in Florida. Apollo 1, c'est un traumatisme. Et c'est un traumatisme majeur. 3 hommes qui sont des hommes aimés, connus, respectés, professionnels, etc., disparaissent. Et là, c'est un traumatisme pour tout le monde, y compris pour la nation. Des hommes qui allaient partir vers la Lune disparaissent. Et c'est une claque nouvelle, bien sûr, mais c'est surtout l'occasion de remettre le programme totalement à plat. Tout va être examiné, tout va être démonté, tout va être mis dans des hangars pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et reprendre le programme au départ. Et ce temps obligatoire de reprendre le programme au départ va aussi permettre aux astronautes de reposer leurs conditions sur les vols futurs. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des passagers équivalents à des souris de laboratoire, nous sommes des êtres humains et nous voulons que ce que nous avons imaginé ou ce que nous demandons pour modifier le vaisseau, parce que nous estimons qu'il n'est pas prêt, soit entendu. Cette énergie-là, eh bien, elle va dominer la reconstruction du programme Apollo après l'échec du premier vol.
I don't think either one of them are mine. Could I have your attention, please? We're now ready to proceed with our news conference. At this time, I'd like to introduce the astronaut crew for the Apollo 11 mission. Alors Apollo 11, c'est un équipage particulier. Ils ne seraient pas partis en vacances ensemble. Ce sont trois individus qui sont très différents, une aimable compagnie, mais en tout cas, ça aurait pu être d'autres qui auraient pu débarquer à leur place. Armstrong, Aldrin et Collins sont trois personnalités bien distinctes. Armstrong est sans doute le plus original au sens du vol. Et c'est quelqu'un qui rêve de vol. C'est quelqu'un qui a toujours rêvé du vol. C'est un ingénieur, un petit peu introverti, passionné par les technologies, passionné par le vol, et c'est quelqu'un qui a connu la mort de près. Vraiment, il a eu la chance de pouvoir échapper au pire, et c'est quelqu'un qui est d'un flegme et d'une conscience absolument parfaite. Aldrin est un autre personnage assez exotique. C'est pas l'ami d'Armstrong du tout, c'est vraisemblablement quelqu'un, on le sait, qui est excentrique, le meilleur spécialiste du rendez-vous spatial, c'est un ingénieur qui a une conviction, c'est qu'il est le meilleur. Et c'est vrai que dans les entraînements, on voit bien que Armstrong est prêt à se cracher pour voir jusqu'où sont les limites, alors qu'Aldrin ne le supporte pas. Et une des rares altercations entre les deux hommes qui est rapportée, c'est vraiment le jour où Armstrong pousse jusqu'au crash pendant la simulation et qu'Aldrin ne le supporte pas. After a decade of planning and hard work, we're willing and ready to attempt to achieve our national goal. This is possible because very many Americans across the nation have dedicated themselves to quality craftsmanship and ingenuity. We're dependent, too, on the successes of the previous flights, the unmanned flights and the manned flights, Apollos 7, 8, 9, and 10, whose crews have done a magnificent job of preparing the way for us. I'm sure this American ingenuity and American craftsmanship has given us the best equipment that can be made available. And we're very happy to be ready to fly. Seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Apollo 11, this is Houston. You are go for TLI, over. Apollo 11, thank you. Roger out. Houston, Apollo 11 inside and gave us a magnificent ride. Roger, 11, we'll pass that on, and it certainly looks like you're well on your way now. We are very comfortable up here, though. We do have a happy home. There's plenty of room for the three of us, and I think we're all learning to find our favorite little corner to sit in. Apollo 11, this is Houston. All your systems are looking good going around the corner. We'll see you on the other side, over. Roger. And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. This is for Neil Armstrong. How do you feel about the fidelity of these simulators? In other words, how close do you feel you have come now to having really practiced what you're going to face next Sunday? Well, our simulators are amazing devices. They give unbelievably good fidelity in terms of the cockpit, the scenes you see out the window, and the responses to your maneuvers and engine thrusting and so on. Simulators can always be better, however, and I'm quite certain that when we actually get into the flight environment, we'll find a lot of things that are different than they were in the simulator. Roger, Eagle, send dot. Roger, how does it look? The Eagle has wings. Roger, Neil, we got if you give us crew and data, we got the loads for you.
Piloter le LEM est extrêmement complexe. C'est un engin qui n'est pas intuitif. Et entre la simulation et la réalité, il y a la réalité. Tout se passe plutôt bien, jusqu'à ce qu'ils découvrent que, en fait, ils sont pas tout à fait à l'endroit où ils devaient se poser. Position 6 downrange shows to be a little long. Roger, copy. He thinks you're a little bit long downrange. That's right. I think we confirm that. We confirm that. Roger. Il y a eu un problème d'ordinateur. Donc l'ordinateur, aujourd'hui, les ordinateurs sont d'une puissance extraordinaire, mais à l'époque, c'est seulement quelques centaines d'instructions qui sont acceptables. Donc il y a une alerte qui va se répéter. Houston, you're looking at our Delta H. That's affirmative. Program alarm. 1202. 1202. À la NASA, on identifie très vite que c'est une saturation d'ordinateurs. Same alarm, and it appears to come up when we have a 1668 up. Yeah, and the same thing we had. Give us a reading on the 1202 program alarm. We're going that flight. We're going that alarm. If it doesn't reoccur, will we go? Ils obtiennent le feu vert pour continuer. Roger, we got you. We're going that alarm. Manual attitude control is good. Armstrong reprend la main en manuel et va réussir à se poser en évitant des cailloux, qui sont quand même des gros cailloux de la taille d'une voiture, donc il va piloter à la main. Il va supprimer les systèmes automatiques et il va faire comme un pilote. Il va, en fonction des données que lui communique Aldrin, juger de la quantité de carburant qui lui reste pour les manœuvres, juger de l'altitude à laquelle il est pour pouvoir choisir un terrain et se poser en douceur. 60 seconds. Lights on. Down 2.5. Forward. Forward. That's 40 feet down 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Big shadow. 4 forward, drift into the right a little. 9.5. 30 seconds. Forward, just back light. Okay, engine stop. ACA at a descent. Mode control both auto, descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ce qui est extraordinaire dans Apollo, c'est que c'est finalement la main humaine qui va amener les astronautes sur la Lune. C'est pas la mécanique. La mécanique est au service. Et elle a des défaillances, comme toute mécanique. Donc, vous voyez, c'est un mélange de... C'est un mélange d'énergie, c'est un mélange de technique, c'est un mélange d'entraînement, de savoir-faire, d'ambition, Enfin, bref, c'est très humain, quoi. Houston, this is Neil, radio check. Neil, this is Houston, loud and clear. Okay, I just checked, getting back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. Buzz, this is Houston, F2, 1/160th second.
for shadow photography on the sequence camera. Okay. I'm at the foot of the ladder. The LEM footpads are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the LEM now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. The surface is fine and powdery. I can pick it up loosely with my toe. It does adhere in fine layers, like powdered charcoal, to the sole and sides of my boot. C'est très curieux parce que on avait tous la certitude que nous vivions un moment historique. Mais sur le moment, on ne comprend pas très bien en fait. On sait juste que c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'ils y sont. There seems to be no difficulty in moving around as we suspected. It's even perhaps easier than the simulations of 16G that we performed in various simulations on the ground. Il n'y a qu'un seul premier pas. Apollo 11 était la mission qui allait signer la victoire des États-Unis sur l'Union soviétique. Airmen from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD. Et pour les astronautes d'Apollo, c'était aussi le moment où on dit on a gagné.
Le retour des hommes de la Lune, c'est le début de ce qu'ils n'avaient pas imaginé. Ils n'avaient pas été entraînés pour ça. Quand ils reviennent, c'est la fête, bien sûr. Mais c'était déjà la fête avec Mercury. C'était déjà la fête avec Gemini. Ils vont faire le tour du monde et se transformer en ambassadeurs de l'Amérique victorieuse comme Gagarine. En ne se souvenant plus dans quel pays ils sont le matin où ils se réveillent, tellement ils ont fait de pays. C'est pas quelque chose qui va être très sympathique, ni qu'ils vont vivre vraiment très bien non plus. Et puis ensuite, ils vont disparaître. Alors après, on entendra dans les journaux que un tel a fait une dépression, qu'un tel est alcoolique, qu'un tel a divorcé, bref, qu'il y a une malédiction de la Lune. Il n'y a pas de malédiction de la Lune. Il y a juste des hommes de 40 ans qui ont fait quelque chose d'exceptionnel et finalement qui doivent tourner la page. Ils avaient décroché la Lune. Vous imaginez ce que ça veut dire? Je suis allé sur la Lune et qu'est-ce que je fais après? L'après Apollo 11, c'est l'exploration scientifique de la Lune. La première mission, elle ne fait pas grand-chose. On ne connaît pas la nature de la Lune. Donc on va assister dans les missions suivantes, finalement, à toute une série d'expéditions qui ont pour objectif d'aller investiguer des terrains sur la Lune, très différents les uns des autres, pour collecter des échantillons, essayer de trouver des solutions à la question comment s'est formée la Lune. Mais encore une fois, ce sont aussi des astronautes issus des rangs militaires, des pilotes d'essai, c'est-à-dire que les scientifiques qui sont toujours des passagers clandestins, ou en tout cas qui sont sur le strapontin des missions, et il faudra la pression scientifique et le dernier vol pour qu'un géologue parte avec Apollo 17 et fasse un vrai travail de géologie. Les missions Apollo survolent des paysages absolument incroyables. On voit bien en quoi la Lune est extraterrestre. Mais tous diront quelque chose qui est fondamental, c'est que ils étaient partis explorer la Lune et ils ont découvert la Terre. Et en s'éloignant finalement si peu de la Terre, une seconde lumière, tout petit peu plus, eh bien, apparaît la vérité. Et en fait, je pense que c'est la deuxième chose la plus importante en dehors d'avoir vaincu en quelque sorte, pas la Lune mais les Soviétiques à ce moment-là, c'est finalement de pénétrer dans le miroir. Et dans ce miroir, de découvrir l'essentiel, la Terre.
L'héritage d'Apollo, pour moi, c'est une expédition de l'humanité. C'est pas une expédition d'un vaisseau, c'est une expédition d'une part de l'humanité à destination d'un objet céleste. Et c'est aussi quelque part quelque chose d'un brin désespéré, c'est-à-dire que notre première expédition nous montre que il n'y a pas beaucoup d'endroits où aller. C'est pas facile, ça coûte cher, c'est compliqué, qu'il va falloir d'abord sauver la Terre, l'homme, la biodiversité, avant de pouvoir aller plus loin. L'espace n'est pas une solution pour l'humanité. C'est pas un territoire vers lequel on va aller de façon spontanée en se disant « voilà notre avenir ». Ça, c'est un mensonge. Par contre, aller dans l'espace nous permet de sans doute mieux comprendre pourquoi c'est un mensonge et pourquoi nous devons nécessairement être liés. Parce que nous sommes sur le même vaisseau. Nous avons découvert, en allant dans l'espace, que nous habitons un vaisseau et que ce vaisseau a la taille d'une planète. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et que si nous ne gérons pas bien notre vie et la façon dont nous modifions les paramètres atmosphériques, géologiques, environnementaux de cette planète, alors on se condamnera. La planète continuera à exister, mais nous condamnerons. Et je pense que nous n'avons toujours pas absorbé cette révolution copernicienne, qui est qu'en 1969, on découvre l'unicité de la Terre à grande distance et que nous habitons un vaisseau spatial, avec une atmosphère, un équipage, des ressources qui ne sont pas limitées, une destination inconnue, et la conviction qu'on ne s'en sortira que tous ensemble. Tous ensemble, parce qu'il n'y a pas de plan B, parce qu'il n'y a pas de planète extérieure. Aller sur la Lune nous démontre que l'espace, s'il n'est hostile, en tout cas, est inhabitable pour l'homme. Apollo 17 is the final Apollo flight because the theme of our patch, the theme of our mission is that this isn't the end. This is, we've just begun to crawl with the Apollo program as mankind. We're just now hoping that we can learn to begin to walk and then press on to the future. And Apollo 17 is sort of an opportunity, I think, to remind not just our country but the world that this is a position that mankind is in today. It's not just the end. We're not putting our rockets in the barn and closing the doors. We're just beginning to understand and accept the challenges that this universe has for us. And I'm not speaking in terms of way out, I'm thinking in terms of things that really affect you. Apollo 17 has that responsibility. I think it has, we want to express a feeling to the people who made it possible, that they've done a great thing for this nation and for the world, and let them know that it's not the end, but it truly is the beginning. Il n'y a pas de happy end à la fin d'Apollo. Il y a un abandon du politique qui considère qu'on a été sur la Lune, il n'y a plus de raison d'y retourner en continu. Le job a été fait. Les Américains ont vaincu les Soviétiques. L'Amérique a montré qu'elle était capable technologiquement de mobiliser ses industries, la société, les élites, et de retrouver une place qu'elle estimait avoir perdue. Peut-être que c'est le vol Apollo-Soyouz qui va signer le mieux la fin d'Apollo. C'est-à-dire que ça part sur un défi accidentel, le défi Sputnik. C'est relevé par le gant américain avec Kennedy. Les Américains gagnent alors que les Soviétiques perdent. Et ils perdent de façon importante. C'est-à-dire qu'aucune fusée partant d'Union soviétique ne va emmener des hommes autour de la Lune. Et ça se termine par, finalement, une poignée de main en apesanteur entre
Leonov, le premier soviétique à être sorti dans l'espace, et Stafford, l'américain. Et ça signe la réconciliation et l'idée que peut-être que il va falloir qu'on s'entende. Et moi, j'aime beaucoup cette image-là parce que c'est celle que j'avais retenue en étant plus jeune, de ce que ça se terminait bien au sens où, bien sûr, on continuait pas l'exploration, mais on allait pouvoir joindre les efforts pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Donc c'est quand même quelque part de l'espoir, et je dirais le programme Apollo s'éteint avec un regret qui est que ça n'a pas continué. Tous les rêveurs, comme von Braun, comme tous les gens qui s'intéressent au spatial, c'était on a démarré par la Lune, allez, on continue par Mars, on va visiter Vénus, on va explorer le système solaire. Et le fait qu'on mette la clé sous la porte, que Apollo, ça se termine, c'était une déception, évidemment. Mais cette déception était sans doute allégée par le fait que ça signait la fin d'une guerre. Donc, des regrets, oui, mais pas éternels. Lorsque ce programme se termine, ces hommes sont lâchés, et au milieu de nulle part. Et donc, c'est ce gouffre, ce vide, ce néant qui, là aussi, va frapper pratiquement tous les astronautes du programme. Alors, il y a des destins très différents. Certains reviendront à l'enseignement, d'autres resteront ingénieurs, certains resteront à la NASA. Tous continuent à se voir, plus ou moins, mais restent dans cette fratrie qui est que ce sont des pilotes, ils sont allés sur la Lune. On ne revient pas indemne d'une telle expérience, et certains n'ont jamais tourné la page. Et on voit bien la puissance d'Armstrong. Armstrong, c'est le pape, c'est le premier, donc celui qui est sollicité en continu pour aller quelque part. Et lui dit, je ne veux pas de cette notoriété-là. Moi, je retourne à l'université, je redeviens prof, et je continue à enseigner les techniques de vol, les trajectoires, etc. Je réponds aux trucs obligatoires, mais quelque part, ce moment de ma vie est terminé. Je clôt ce chapitre. J'ai rencontré Armstrong 2 fois, et à chaque fois, cette distance était patente. Armstrong ne voulait pas personnaliser le vol Apollo. Il insistait sur le fait que c'était une expérience collective. Il n'avait pas d'ambition personnelle, il ne voulait pas personnaliser l'aventure, il était effrayé par le nombre de demandes que ça suscitait, la curiosité, et elle est légitime, elle est humaine, il voulait juste être un homme comme les autres. Alors évidemment, nous on a envie de s'identifier à ce personnage un peu extraordinaire, mais lui ne se trouvait pas extraordinaire, il se trouvait juste humain, et ça je pense que c'est aussi important de voir que c'est un humain qui a été sur la Lune, montrer que la planète était unique, et cet humain s'appelait Monsieur Armstrong.